En ce moment se déroule le jour de l'an thaïlandais appelé Sakran, qui invite au changement et à la transformation. La tradition veut d'honorer l'eau, symbole de paix et de bonne fortune. Un moment privilégié où chaque famille développe le respect, le pardon et la joie. Une fête qui nous a donné envie d'accueillir chaque invité à la manière thaïlandaise afin que leur mission respective soit couronnée de succès. Bonjour à tous, bienvenue dans l'info qui fait du bien. Voici le sommaire. Vous l'avez compris, le foyer est à l'honneur. Emric Karamico nous présentera les dernières nouveautés ou comment améliorer son home sweet home avec la tech qui fait du bien. Comment renaître après avoir subi un immense traumatisme? J'ai l'honneur de recevoir le docteur Daniel Dufour, ancien médecin de guerre, à l'occasion de la sortie de son livre « Au bout du tunnel, guérir du stress post-traumatique ». Après l'incontournable revue de presse qui fait du bien, je recevrai l'homme de théâtre, Audy Moulière, Alexis Michalik, qui après le grand succès de sa pièce Edmond, nous revient avec Intramuros, une plongée humaniste dans le milieu carcéral. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux, j'adore vous lire. Et tout de suite, la tech qui fait du bien avec le passionnant et passionné Emric Karamico. Emric Karamico, bonjour. Bonjour Karine. Alors vous êtes notre spécialiste en nouvelles technologies. Aujourd'hui, on va se pencher plus particulièrement sur toutes ces nouvelles innovations qui envahissent nos maisons, souvent des gadgets pas très utiles, hein, qui nous amusent 2 jours maximum. Au grille-pain qui s'allume quand il entend la machine à café? Voilà, c'est ça. Moi j'adore. Oui, mais ça c'est parce que vous avez un œil toujours émerveillé sur les choses, Emric. Non, là on va découvrir une autre facette de ces nouvelles innovations, mais qui sont véritablement utiles dans notre quotidien. Alors, on va commencer par les personnes âgées, puisque plus de 90% des plus de 75 ans aujourd'hui, eh bien, vivent de façon autonome chez elles, et c'est une très très bonne nouvelle. Et là, vous avez déniché une start-up qui a eu une idée géniale. Oui, parce que pour vivre en autonomie, quand on est une personne âgée, il y a un risque sur lequel il faut se protéger, c'est les chutes. Et regardez ce que c'est. Vous me dites que c'est un beau bracelet. Un beau bracelet que je vous offre d'ailleurs. Ah, c'est vrai? Mais oui, avec plaisir. C'est une jolie déclaration d'amitié. Et c'est plus que ça, parce que dans, j'espère, quelques longues années encore, si jamais vous avez une chute en portant ce bracelet, qui est un bracelet connecté à votre téléphone, eh bien, vous allez automatiquement appeler votre famille ou même appeler les urgences qui vont venir vous secourir si jamais vous ne bougez plus après avoir chuté. Oui, parce qu'avant, ce qui existait, c'était les colliers qu'on mettait autour du cou. Oui, ces pendentifs qui n'étaient pas très gracieux, avec un gros bouton rouge au milieu. Alors que ça, c'est très joli. Même moi, je le porterais comme ça. C'est presque un objet de mode, n'est-ce pas? Bien sûr. Alors, est-ce que vous l'avez testé, par exemple, en faisant la vaisselle? Est-ce que ça déclencherait pas l'alarme tout naturellement? Exprès pour vous, j'ai fait la vaisselle. Pour voir ce que ça faisait déjà, pour commencer. Ah bah, bravo. La bonne nouvelle, je plaisante, et ma femme le sait. Simplement, attention, ce qu'il détecte, ce bracelet, ce ne sont pas les chocs, ce sont les chutes. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs capteurs, un gyroscope, un accéléromètre. Il y a une analyse en temps réel qui va justement vérifier que le bracelet a bien chuté. Oui. Et qu'après, il n'y a plus eu de mouvement pendant quelques secondes. Ça s'appelle Vigéo. Oui. Ça coûte combien? Alors, ça coûte... Il y a 2 options. Soit vous ne prenez pas le bracelet et vous mettez juste une application sur votre portable. Ça coûte 4,90 € par mois. Et si vous prenez le bracelet en plus, ça coûte 21,90 € par mois. Ça s'appelle Vigéo et vous aurez toutes les infos sur vigéoapp.com. D'accord. Alors, on va parler maintenant de la pollution de l'air, qui est la première cause de mortalité évitable dans le monde devant l'obésité. Alors, on sait aussi que souvent, les mesures de la qualité de l'air sont prises à l'échelle des villes. Mais qu'en est-il dans sa rue, dans son salon? Et là, encore une fois, vous avez trouvé une innovation qui va pouvoir nous permettre d'agir vraiment, véritablement, mais dans notre proche environnement. Jusqu'à ce studio, Karine. J'ai entre mes mains donc Flow. Écoutez bien, prix de l'innovation CES Las Vegas l'année dernière. Waouh, forgette, hein. Ah bah tout de suite, ça impressionne. Le prix, l'étoile du design, effectivement, c'est sympa. C'est en fait un petit capteur que vous pouvez porter tout le temps sur vous pour connaître en temps réel sur votre téléphone la qualité de l'air qui vous entoure. C'est génial. C'est génial, surtout que vous l'avez dit, c'est un véritable fléau, la pollution. 2 exemples. Vous allez voir, c'est assez génial. Le matin, vous décidez d'aller, comme on le voit d'ailleurs sur les images, en vélo à votre travail. Vélo. À vélo. Oh, excusez-moi, je suis la maîtresse d'école, c'est pas bien. Ok, je retiens, attention pour la prochaine fois. Ou si vous désirez également utiliser votre vélo pour déposer votre enfant à l'école le matin, eh bien, vous hésitez entre 2 trajets. Du coup, grâce à Flow, vous allez pouvoir tester les 2 trajets et après, avec votre téléphone, voir lequel est le moins pollué. Ah, c'est formidable. Donc ça, c'est quand même super. Petite information, c'est vrai qu'elle est anxiogène, mais elle a son importance. Il y a des études qui ont montré que les risques de maladies très graves, type cancer, leucémie, augmentaient sensiblement pour les enfants qui sont élevés à moins de 150 mètres d'un grand axe routier. Donc si au moins on peut, quand on n'a pas le choix de se déplacer dans la ville, au moins utiliser un outil comme celui-là, un appareil comme celui-là pour améliorer son quotidien au niveau de l'air, c'est déjà beaucoup.
Voilà, Formidable. c'est en pré-vente, ça coûte Mais ça pour le coûte moment combien sur leur site 139 €, ça sort en été, on est vraiment sur de D'accord. l'exclu. Et alors, ça va, c'est pas trop pollué sur le plateau? Eh bien, si vous voulez, on va regarder Ah, vous avez carrément fait oui, le test regardez, en normalement, images. ça va s'afficher tout de Oh, suite. je suis sûre qu'il y a un air qui fait du Mais bien ici, non? Il est tellement bon que l'air ne mérite Bon, même c'est pas pas d'être grave. affiché. En tout cas- Je l'ai testé, l'air est modéré, c'est-à-dire qu'on peut se faire quand même un petit footing autour de la table si vous Bon, voulez. bah c'est génial, on le fera tout à l'heure. Ouais. Alors, une étude récente aussi montre que moins d'un Français sur deux est satisfait de son syndic. On sait aussi en France que 10 millions de foyers sont rassemblés dans des copropriétés. Et personne ne se connaît alors que tout le monde se croise tous les jours. Finalement, je me suis demandé si c'était pas un manque de communication. Et je crois qu'il y a une start-up qui s'est posé la même question et j'adore cette innovation. Et déjà, son nom, chouette copro. C'est vrai que c'est quand on mignon. pense copropriété ou résidence, le premier mot qui nous vient en tête, Problème. c'est pas chouette. Oui, c'est vrai. Et c'est plutôt problème. Et c'est vrai qu'en fait, une copropriété, une résidence, sans tomber dans la caricature, c'est quoi? Ce sont plein de personnes qui se croisent, parfois assez vite, se disent à peine un peu plus que bonjour. Quoique vous, je pense qu'il y a votre ADN qui prend le dessus et je suis sûr que vous avez la raison. Non, c'est chez pas vous, ça, non c'est que j'ai de la chance, moi. Ah On ouais. est tous amis dans... Ah bah écoutez, Formidable. c'est vraiment super. Et grâce à Chouette CoPro, en fait, il faut imaginer que chaque occupant va pouvoir utiliser un système de messagerie. Quand je dis occupant, ce sont les propriétaires, les locataires, le syndic, le gardien, la gardienne, et vont pouvoir se partager des informations. Et c'est souvent parfois grâce aux petits coups de pouce technologiques que derrière on crée du vrai lien social, du vrai lien utile et qu'à la fin on finit Ça, c'est dans formidable son comme salon innovation. à partager un thé ou un café. Je vous donne 3 exemples. J'ai contacté Aude, une associée de Chouette CoPro, qui m'a donné vraiment 3 exemples très concrets. Oui. Le chauffage qui tombe en panne dans tout l'immeuble, l'ascenseur qui tombe en panne. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Vous avez 10 personnes qui vont appeler en même temps le syndic. Oui. Donc je peux vous dire que la 10e personne qui appelle, le syndic la reçoit moyennement bien. Bah là, grâce à ça, dès que l'information est reçue une fois, tout le monde le voit et le syndic peut répondre et dire bah, voilà, l'intervention Je m'en sera occupe. faite dans une semaine. Ça, c'est Il génial. y a eu maintenant sur le plan de l'entraide. Oui. Une personne qui ne pouvait pas sortir de chez elle, un jour où il y avait beaucoup de neige. Son allée était complètement enneigée. S'il vous plaît, je suis seul, ensemble on est plus fort. Prenez vos pelles, venez m'aider. Ils sont venus à 5 en une demi-heure, Formidable. tout était déneigé, ils ont pu sortir. Un apéro après, quand même. Ils se sont retrouvés. Et c'est justement grâce à ce lien social utile, concret, qu'à la fin, il y a une vraie fête des voisins qui se fait naturellement et C'est sincèrement parce que génial. ça s'est fait finalement dans le bon ordre des choses. Oui, la paix commence finalement dans notre quartier. Exactement. La donc, clé, très c'est bien. la communication, vous Bien l'avez dit. sûr. Alors, écoutez, c'est génial. Merci de venir toujours nous enchanter avec ces nouvelles innovations et puis votre bonne humeur aussi sur le plateau, Émeric. plaisir. Alors, c'est la fête en Thaïlande, c'est la fête de l'eau, puisque c'est le jour de l'an thaïlandais qui se passe tout ce week-end. Alors, il y a un petit rituel que j'avais envie de faire avec vous. D'accord. Regardez, alors. Qu'est-ce que je dois Eh mettre? bien, je vous arrose Ma tête d'eau parfumée et de pétales pour vous souhaiter vrai succès, bonne fortune et tout ce que vous méritez pour cette nouvelle année et ce changement lunaire. Merci, Émeric. Et j'ai même beaucoup. plein de petits cadeaux pour vous. C'est vrai? Et oui, qui vous attendent là, regardez. Voilà, plein de cadeaux thaïlandais, Merci artisanaux. beaucoup. Voilà, je vous laisse découvrir tout ça. Et C'est tout de génial. suite, c'est le doc qui fait du bien. Merci beaucoup. Daniel Dufour, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Alors, vous êtes médecin, vous venez nous présenter votre dernier livre, Le bout du tunnel, guérir du trouble de stress post-traumatique, qui fait suite à votre livre À la mort en première ligne, l'histoire d'un médecin qui est envoyé au front dans les endroits les plus dangereux au monde, de 78 à 87, et qui va vivre les pires horreurs et barbaries humaines. Cette histoire, eh bien, c'est la vôtre. Et à votre retour, vous allez avoir l'impression d'y laisser votre âme, comme vous dites, hantée par la mission qui vous incombait, le triage des blessés. Lorsque vous vous confiez à des psychiatres, ils vous disent de digérer l'indigérable, ce qui vous aide pas beaucoup. Pas du tout, même. Et il faut dire que c'est encore une pathologie très méconnue, sous-estimée, sous-diagnostiquée, alors que des millions de personnes en souffrent. Comment se manifeste ce trouble de stress post-traumatique ? Personnellement, ce qui s'est passé, c'est que la première chose que j'ai eue, c'est en fait des flashbacks, c'est-à-dire des remontées de visages que j'avais vus lors des triages chirurgicaux que je faisais dans le cadre de mes missions. Et puis, mais d'une façon générale, donc il y a ce qu'on appelle ces reviviscences dont je viens de parler. Deuxième grande catégorie de choses, c'est ce qu'on appelle les évitements, c'est-à-dire on fait tout pour éviter, par exemple, de voir des choses sur des viols pour des personnes qui ont été violées ou bien de revivre la même histoire, bien entendu. Troisième grande catégorie de symptômes, ce qu'on appelle un émoussement, un engourdissement, c'est-à-dire qu'on se sent petit à petit exclu de la société ou on s'exclut soi-même de la société avec un sentiment d'être rejeté et tout. Et puis, quatrième type de symptômes, ce sont des symptômes d'hypervigilance. On se met dans des conduites à risque personnelles. On voit son avenir un peu bouché. Ça, c'est
ce qui va permettre de poser le diagnostic de trouble de stress post-traumatique. Maintenant, il ne faut pas le confondre avec ce que vivent toutes victimes d'un événement traumatique. Juste après un événement traumatique, il y a évidemment ce qu'on appelle une phase de stress aigu, où on retrouve certains des mêmes symptômes, mais qui peuvent disparaître, parce que toute personne qui est en face d'un événement traumatique ne va pas forcément souffrir d'un trouble de stress post-traumatique. Ça, c'est important de le souligner aussi. Alors, à partir de ce constat, vous allez créer votre propre clinique anti-stress et développer une nouvelle approche que vous allez appeler OGE, O-G-E, qui est l'envers de l'ego, hein, ce mental qui nous tyrannise. Vous l'avez testé d'ailleurs sur vous. Aujourd'hui, oui, vous allez bien, d'ailleurs, vous me l'avez dit. C'est du reste comme ça que j'ai finalement, avec mes patients et moi-même, j'ai pu mettre sur pied cette méthode. Alors, qu'est-ce que c'est que cette qui méthode, justement? part de la définition d'abord de l'ego. L'ego, c'est le mental. Moi, j'appelle aussi le petit vélo, ce qui tourne dans la tête. Et première caractéristique de ce mental, c'est qu'il nous coupe du moment présent. C'est-à-dire qu'il nous met soit dans le passé, les remords, les regrets, les culpabilités, soit dans le futur, les peurs, les anxiétés, les phobies, la perte de confiance en soi. Donc, premier volet de la méthode OGE, à l'envers de l'ego, ça va être d'essayer de revenir dans le moment présent, dans l'ici et maintenant, parce que c'est le seul moment dans lequel on vit. On est très bon avec notre mental pour parler du passé, du futur, et on est tendu à ce moment-là. Deuxième grande caractéristique du mental, c'est celui qui nous coupe de la reconnaissance, du ressenti et de l'expression de nos émotions de joie, de tristesse et de colère. Quand on parle de trouble post-traumatique, on parle beaucoup de colère, bien entendu. Et donc, ce mental, nous coupant de ça, à l'envers de l'ego, ça va être d'essayer de reconnaître, de ressentir et d'exprimer nos émotions de colère. Ce sont les trois piliers, finalement, de cette méthode, hein, que vous racontez dans votre livre. Le troisième, c'est se retrouver soi-même. Et donc, du coup, vous dites d'ailleurs hein, que dans le processus de guérison, le pardon est très important. C'est-à-dire, et pourquoi d'ailleurs? Alors, le pardon, il va se faire, et ce n'est pas un pardon intellectuel, ça c'est important. C'est un pardon une fois qu'on a exprimé ce que l'on ressent, seul, pour soi-même, pour se faire à soi-même du bien, et non pas devant les autres. On tombe dans un pardon qui est naturel. Il n'y a pas besoin de faire un travail de pardon, parce que ça c'est un peu un travail intellectuel qui mène pas forcément à un mieux-être, à une détente. Parce que tout le but de l'exercice, c'est de faire en sorte que cette tension qui est due à l'émotion de colère bloquée lors du traumatisme puisse finalement sortir et donc amener une détente. Mais finalement, est-ce que pour pardonner, il ne faudrait pas sortir cette émotion, cette colère finalement? Est-ce qu'on a le droit de se mettre en colère? Mais tout à fait. Est-ce que c'est pas très bien vu de se mettre en colère? C'est mal vu, mais on confond beaucoup la colère qui est une émotion absolument naturelle. Un enfant qui naît, qu'est-ce qu'il fait quand il est en colère? Il crie. Puis après on l'élève, on lui dit que c'est pas bien, que c'est vilain, et du même coup on a plein de gens qui sont en train d'accumuler leur colère, puis qui vont, vulgairement parlant, péter les plombs. Et ça s'appelle une crise de rage. Et on confond beaucoup la crise de rage avec la colère. Quand on se permet de vivre la colère, eh bien évidemment que ça amène une détente immédiate, pas 15 ans après, assez rapidement. Et du même coup, on va dans ce pardon naturel. Alors d'ailleurs, hein, on se rend compte, quand on lit votre livre, que vous parlez beaucoup, finalement, de médecine alternative. Alors, j'aime pas le mot de médecine alternative. Moi, je préfère dire, je m'occupe plutôt d'aller trouver la cause de ce dont on souffre, plutôt que de m'arrêter sur les symptômes et de traiter les symptômes. Quand on arrive à traiter la cause, ben, les symptômes disparaissent. Est-ce que c'est de la médecine? Est-ce que c'est, pour moi, c'est de la vraie médecine. La méditation, la pleine conscience, le moment présent. Oui, c'est important, bien entendu, parce que c'est dans le seul moment, complètement, c'est le seul moment dans lequel on ressent finalement des émotions. Si on est dans son petit vélo, on ressent rien du tout, si ce n'est une tension qui vient simplement nous dire, à travers notre meilleur ami qui est notre corps, essaye de te respecter, essaye de t'apporter de l'amour, essaye de t'apporter finalement de l'attention. Alors, on comprend bien à travers votre livre que vous voulez faire comprendre aux gens qu'il n'y a pas que les soldats hein, ou les médecins de guerre qui peuvent vivre ce stress post-traumatique. Beaucoup de personnes, d'ailleurs, il y a énormément de témoignages dans votre livre où on peut se reconnaître. Mais pour guérir, c'est le parcours d'une vie, non? Non, je crois pas. Je crois que c'est justement prendre conscience déjà qu'on est victime. Souvent, les personnes qui sont victimes de certaines choses, elles vont nier ce fait-là, parce que justement, cet ego dont on parlait tout à l'heure vient là en disant « mais écoute, finalement, c'est peut-être toi qui as provoqué le fait que tu t'es fait abuser, que tu t'es fait violer, que tu t'es mis dans une situation ». C'est aussi souvent l'environnement qui dit ça. Donc c'est déjà accepter le fait qu'on a subi quelque chose qui est difficile, qui est un événement traumatique.
Puis une fois qu'on s'avoue ça, ce qui est déjà une bonne partie du chemin, mais il faut mettre en effet, utiliser une méthode, ce que j'appelle la méthode Hodge, à l'envers de l'ego, mais ça n'est qu'une méthode. Parce que finalement, ce qui est important, c'est de se souvenir que le plus important, c'est de retrouver son autonomie. Quand on est malade, quand on n'est pas bien, on perd cette autonomie. Combien de temps ça met? J'allais dire, plus vite on arrive à faire disparaître cet ego ou ce mental, disparaître c'est un grand mot, mais disons en tout cas de l'atténuer, plus vite évidemment la guérison va survenir. On peut guérir juste en lisant votre livre? On peut guérir, pas en lisant le livre, il faut le lire certainement, mais il faut surtout mettre en pratique. En mettant en pratique ce que l'on lit? Oui, tout à fait. Daniel Dufour, merci pour ce témoignage très touchant et puis ce livre qui est vraiment formidable et passionnant. Je redonne le titre, hein, c'est Le bout du tunnel, guérir du trouble de stress post-traumatique. Et puis vous savez, ce week-end, c'est le jour de l'an thaïlandais. Donc la tradition, puisqu'on honore l'eau, hein, symbole de pureté, mais aussi de bonne fortune, eh bien, je vais vous faire la tradition sur le plateau. Vous pouvez poser vos mains au-dessus, je vais vous les arroser d'eau parfumée et vous souhaiter vraiment tout le succès que vous méritez et la bonne fortune. Voilà, je vous arrose à la façon thaïlandaise et j'ai plein de petits cadeaux pour vous. Et ça s'appelle le Loy Katong. Le Loy Katong. Je crois. Alors je savais que le jour de l'an c'est 5 crânes. Hein, peut-être que je me mais écoutez, vous m'apprenez quelque chose. J'adore ça. Alors, vous avez vécu là-bas en Thaïlande, oui, vous voyez comme quoi il n'y a jamais de hasard. Et voilà, vous partez avec plein de petits cadeaux traditionnels. Merci infiniment. Merci infiniment Daniel Dufour. Et tout de suite, c'est la revue de presse qui fait du bien. On commence la revue de presse avec une good news du magazine In the Moment et l'architecte italien Stefano Boeri qui s'est donné pour mission de changer notre manière d'interagir avec le paysage urbain tout en prenant en compte les questions environnementales et esthétiques. Son projet, la forêt verticale de Nankin qui sera le premier gratte-ciel vert d'Asie. Les 2 tours seront recouverts de 2500 plantes, arbustes et arbres afin d'optimiser la biodiversité locale et renverser certains effets nocifs de la pollution sur les insectes et les animaux. Selon une étude de la NASA, une faible qualité de l'air en intérieur provoquerait plusieurs troubles de la santé et ajouterait ne serait-ce qu'une plante dans une pièce purifierait l'air, réduirait les maladies et la fatigue psychologique. Yoga Magazine consacre tout un dossier sur les bienfaits du yoga ou l'outil miraculeux qui a le pouvoir de restaurer la beauté de la peau. Car n'oublions pas que cette dernière a la lourde tâche de protéger le corps des agressions extérieures, de réguler sa température et d'assister le système immunitaire. La peau ou le miroir de l'âme, selon la spécialiste ayurvédique Pratima Raichour, reflète toutes nos pensées et nos émotions. Alors si vous voulez atténuer les imperfections de votre visage, raffermir votre peau ou lui redonner de l'éclat, vous retrouverez de bons conseils mieux vivre et de multiples postures très simples à réaliser pour rayonner de l'intérieur comme de l'extérieur. Et puisque la saison des mariages est lancée, le petit coup de cœur de cette semaine, c'est le blog Queen for a Day que tient Amélie, jeune maman parisienne des temps modernes, qui partage à la fois des mariages inspirants, ses bonnes adresses et ses coups de cœur pour des créateurs. Un espace qui se veut également lifestyle, dans lequel Amélie aime parler de sa nouvelle vie de jeune maman, de déco bien-être et de ses voyages. Alexis Michalik, bonjour. Bonjour, bonjour. Je suis ravie de vous recevoir. Moi, je suis ravi d'être là. Alors, on va parler de votre dernière pièce que j'ai trouvée vraiment criante de vérité. Alors, avant d'en parler, on va quand même revenir sur votre parcours qui est assez exceptionnel. À croire que les 3 grâces s'étaient penchées sur votre berceau, puisque vous avez à peine 35 ans. On vous surnomme l'homme aux 10 Molières. Et que ce soit donc le cercle des illusionnistes, le porteur d'histoire, Edmond, à chaque fois vous êtes récompensé et encensé par la presse et le public. Et là vous revenez avec votre dernière pièce, c'est Intramuros, que j'ai trouvé vraiment une pièce bouleversante d'humanité qui prend naissance donc dans le milieu carcéral. Alors racontez-nous, où est-ce que nous entraîne Intramuros ? Intramuros, c'est l'histoire de Richard, qui est un metteur en scène un peu dépassé, et qui va venir donner son premier cours de théâtre en prison. Et il arrive en prison, et en fait, il espérait une foule de détenus, et il n'y en a que 2 qui se présentent. Un qui est un peu un chien fou, un jeune chien fou, et puis un autre qui est juste là, un détenu plus âgé, qui est juste là pour accompagner son pote et qui n'a pas du tout l'intention de faire du théâtre. Et donc Richard, parce que la jeune assistante sociale va un peu le pousser, il va accepter de donner quand même son cours. Et en donnant son cours, en fait, on va plonger dans le passé de tous les gens qui sont là pendant ces 2 heures, et on va se rendre compte qu'ils sont peut-être là pour une raison plus particulière. On regarde un extrait ? Avec grand plaisir.
C'est là. Donc, ce que je vous disais sur le théâtre, hein, attention, c'est pas une thérapie, on n'est pas là pour se juger, on est là pour trouver l'émotion. Bien sûr. Je suis désolé, messieurs, apparemment il y a une pénurie de détenus, alors voilà, on va devoir annuler... Attendez, excusez-moi, je crois que vous vous rendez pas bien compte. Hein. Ça représente un énorme effort pour ces deux détenus de venir à l'atelier. Alors la moindre des choses, ce serait de répondre à cet effort. Attendez, ne partez pas. Le théâtre, qu'est-ce que c'est? C'est de l'imaginaire, donc on imagine une balle, hop, elle est là, oh là là, oula, elle est lourde. Alors attention, je vais envoyer la balle à un autre partenaire. Hop. Alors on va se jouer soi-même. C'est déjà très compliqué de se jouer soi-même, de s'aimer, de s'accorder avec soi-même. Alors, on pourrait quand même parler de ces 5 comédiens qui sont exceptionnels, d'une justesse mais remarquable. Tout à fait. Vraiment, on sent ce désir brûlant chez vous de faire jaillir la vérité de chacun d'entre eux. Quel a été votre travail de metteur en scène pour obtenir un tel affûtage? Eh ben, le premier travail du metteur en scène, c'est le choix. Donc, comme vous dites, il suffit de trouver les bons comédiens. Et à partir de là, déjà, c'est déjà beaucoup du travail qui est fait. Et puis ensuite, c'est tout simplement de les laisser, de les aiguiller, de les diriger, un petit peu moins, un petit peu plus. Et puis quand on a choisi les bons, ça va très vite. Non, mais quand même, là, vous avez fait un travail exceptionnel parce qu'on ressent une vérité. Ils ressentent véritablement ces émotions. Hein. On pleure avec eux, on rit avec eux. Comment vous faites? Quel est votre travail? Je pense que vous avez une manière particulière? Cette pièce particulièrement, on a travaillé de manière très spéciale, c'est qu'on a créé la pièce au plateau. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose que j'ai écrit puis qu'ils ont interprété. Je leur ai raconté l'histoire et ensuite on a créé chaque scène en improvisant autour de ces scènes sur le plateau, sur les planches. Et le musicien, il y a un musicien à vue pendant tout le spectacle, oui, lui-même et lui-même il était au plateau avec nous et en fait il créait ses musiques en même temps qu'on créait cette pièce. Donc il y a quelque chose de très viscéral, de très sur le vif. On n'a pas l'impression d'entendre du texte dit. On est sur un théâtre très, très contemporain, très simple, très accessible à tout le monde. Et d'ailleurs, on en parlait hors micro, il y a des jeunes, des moins jeunes, il y a un public assez varié qui vient à la Pépinière, donc c'est super. Et vous portez un regard très bienveillant sur chacun des personnages, là où beaucoup de personnes, finalement, jugeraient sans appel. Si, quand même, je trouve qu'il y a beaucoup de bienveillance. D'ailleurs, vous nous dites vous nous faites comprendre que finalement, derrière chaque acte, il y a une cause beaucoup plus profonde. On sent presque un cri du cœur à la Victor Hugo qui nous dirait construisez des écoles, pas des prisons. C'est ce que j'ai ressenti. Est-ce qu'il y a un peu de ça en vous? En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'en réalité, au fond, c'est trop facile, c'est trop manichéen de dire il y a les méchants, les gentils. En réalité, dans cette société que moi j'idéalise un peu, il n'y a pas de vrais méchants, il n'y a pas de vrais gentils. Et quand on prend quelqu'un qui est là pour une lourde peine, pourquoi est-il là? Si on réfléchit aux conséquences qui ont mené le choix qu'ils ont fait et qui les ont menés là, il y a d'autres gens avant, d'autres événements avant, et si on revient aux sources, on comprend que c'est pas vraiment de leur responsabilité, ni c'est une sorte de société globale. Et que moi, j'ai évidemment l'intime conviction que chez le plus mauvais être, il y a quand même du bon, et chez l'être le plus pur, il y a quand même du mauvais. Donc il n'y a pas de vrai méchant dans cette pièce. C'est plus déjà, c'est un roman c'est un récit très narratif. Hein. On est dans du feuilletonnant, dans du Dumas presque. Hein. Il se passe plein de choses, il y a plein de rebondissements, c'est romanesque. Mais au-delà de ça, on se rend compte que chacun de ces personnages, en suivant leur vie, on les découvre à différentes périodes de leur vie, tour à tour, touchants, sympathiques, drôles, amoureux, et puis tour à tour frappés par le drame et par la tragédie. Et donc, c'est ce qui les mène à faire ces choix. Et voilà, c'est une pièce qui pose la question du choix et du moment où, par un petit choix, en fait, on va se retrouver dans une décision qui va aiguiller le reste de notre vie pour le pire ou le meilleur. Alors, je le disais tout à l'heure, vous avez à peine 35 ans, vous avez déclaré avoir une hyper conscience de la mort, et donc qui vous permettait de vous réaliser pleinement. J'ai trouvé ça très profond et très sage. Comment vous avez acquis... n'est pas de moi, ça vient d'un ami. Mais j'ai trouvé ça très juste. Mais finalement, si vous l'avez repris, c'est que vous le ressentez comme ça. Oui, Comment vous avez acquis cette sensibilité? Je pense que c'est que moi, je suis obsédé par le rythme et par le temps. Et vraiment, je suis très productif. Je me lève le matin, il faut que je fasse quelque chose. Hein, vous êtes dans l'action? Oui, je suis tout le temps dans l'action. Je suis très doué pour ordonner les choses. Et d'ailleurs, un metteur en scène, c'est quelqu'un qui s'occupe de gérer une équipe. Donc, il doit avoir un certain talent pour que tout rentre dans le bon timing, quoi. Et voilà. Et donc, qu'est-ce que c'est si on réfléchit au fond, c'est l'hyperconscience de la mort, parce qu'on sait qu'il y a une fin inéluctable. Et donc, le but, c'est de faire
faire le plus de choses possible avant cette fin, quoi. Et ça se traduit au quotidien, tous les jours. C'est qu'est-ce que je vais pouvoir faire dans cette journée. Entre midi et 2, j'ai une petite pause, je vais pouvoir lire ce bouquin que je dois lire. Parfois, on est très fatigué, on a besoin de débrancher la machine. C'est important, c'est de la bienveillance vis-à-vis de ça aussi. On regarde la question de Steph qui fait du bien, elle avait quelque chose à vous dire. Très bien. Hi, Alexis, how you doing? Je sais, toi aimer mettre en scène illustres personnages like Edmond Rostand, Sarah Bernard. Oh, I love her. Really. But. My question is now, qui allez-vous mettre en scène? Quel personnage? Je ne dis pas ça pour moi, oh no. Mais quand un génie like you is rencontré un génie like me, cela pourrait avoir, comment dites-vous en France déjà? Oui, je sais, du panache. No? Bon, je vous laisse, je dois composer ma chanson qui va marcher du tonnerre. Mama. Merci Steph. Alors, donc la question, c'est qui le prochain personnage? J'étais complètement subjugué par ce talent. Je sais pas encore. En fait, là, je viens de finir le film d'Edmond. Je viens de finir de réaliser. Je suis en plein montage. Et puis, les pièces continuent de jouer. Il y a eu ça avec Molière, d'ailleurs. Voilà. Et comme les pièces continuent de jouer, il faut toujours avoir des nouveaux comédiens et donc les former, etc. Donc, le prochain projet, je sais pas trop. Bon, écoutez, on a hâte de savoir. Vous reviendrez dans l'émission. Avec plaisir. Écoutez, c'est le jour de l'an en Thaïlande en ce moment. On honore l'eau. C'est la fête de l'eau. Alors, il y a une tradition que j'ai fait avec chacun de mes invités. Vous pouvez poser vos mains au-dessus et je vous les arrose. Voilà, donc avec plein de pétales de rose. Et voilà, pour vous souhaiter vraiment succès, bonne fortune. Merci. Et longévité. Merci infiniment. Et qu'est-ce que je fais avec alors? Voilà, vous pouvez frotter. Et puis il faut y croire aussi. Je pense que c'est important. Merci Alexis Michalik d'être venu sur le plateau aujourd'hui. Merci à vous. L'émission touche à sa fin. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure, avec bonheur comme d'habitude. Et puis on va je vais vous laisser avec quelques images de la Thaïlande, comment ça se déroule là-bas, le jour de l'an. Merci à l'Office du tourisme thaïlandais et à Prakit en particulier. Et bon week-end à tous. Merci Alexis.